Bonjour à tout le monde. Nous remercions tous les membres CS-SOMI qui ont pu déjà se connecter pour le webinaire de ce matin, qui porte essentiellement sur les communautés au centre des interventions, en focus sur la nouvelle stratégie du Fonds mondial 2023-2028. Je suis Fidèle Bemadou de Impact Centrafrique, secrétaire de la plateforme CS-SOMI. C'est un réel plaisir pour nous de vous compter parmi nous ce matin et de pouvoir à nouveau désolé, il y a un petit souci de connexion à un moment, de pouvoir compter sur la présence de tous. L'interprétation marche, c'est un webinaire bilingue et pour tous nos membres, tous nos participants d'expression anglaise, nous vous prions de cliquer sur le bouton interprétation et choisir la langue anglaise pour nous écouter parfaitement dans cette langue. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à cliquer sur le bouton interprétation pour pouvoir nous écouter en anglais. Pour ceux qui sont d'expression française, vous restez sur le canal auquel vous suivez la formation en ce moment. Et nous souhaitons une fois de plus la bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager massivement le lien d'inscription à ce webinaire auprès des membres de vos organisations respectives, ainsi que dans vos réseaux, afin que le maximum de personnes puissent profiter de cette opportunité d'apprendre davantage sur ces stratégies du Fonds mondial. Nous avons voulu mettre l'accent sur les communautés vulnérables, car on sait que c'est la population la plus à risque dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Sans plus tarder, slide, je vais présenter d'abord l'agenda de notre webinaire. Dans notre webinaire, je vais juste faire un petit mot de bienvenue qui a été fait déjà. L'introduction va être faite par M. Hamza Djibo, le directeur exécutif de SKV. Je vais laisser le soin de se présenter le moment venu. Puis, on aura notre expert communautaire qui va nous édifier sur la principale thématique du webinaire de ce jour, avant d'ouvrir la parole et les discussions à tous les participants. Puis, ce webinaire va être conclu par Dr. Jean-Claude Akotomalala d'Assos en Madagascar. Slide. Donc, je dirais tout simplement qu'en termes de règles à suivre pour ce webinaire, s'il vous plaît, assurez-vous d'être dans un endroit calme, avec une connexion stable, afin de pouvoir suivre le webinaire de manière sereine. Lorsque un panéliste a la parole, n'hésitez pas il ne faut pas le couper. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans le chat box ou dans le Q&A. Donc, à chaque fois que vous vous introduisez dans le webinaire, nous vous prions de vous présenter en donnant votre nom, le nom de votre organisation. OK, désolé encore. Quelques petits soucis de connexion. La connexion Internet est capricieuse ce matin. J'espère qu'on m'entend parfaitement maintenant. Nous étions dans les règles de conduite pour notre webinaire. On va avancer rapidement. Oui, comme je disais, donc lorsqu'un panéliste a la parole, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat box et à poser toutes vos questions. Elles seront répondues à temps opportun par les différents panélistes qui vont intervenir. Slide. OK. Slide. Je vais tout simplement dire à ce niveau, rappeler qu'à ce jour, CS-SOMI compte déjà plus de 600 membres présents dans près de 48 pays en Afrique, en Asie du Sud et en Amérique latine. Et nous encourageons tous ceux qui sont déjà membres CS-SOMI de pouvoir interpeller les autres organisations avec lesquelles elles travaillent et qui font dans le contre le paludisme à pouvoir rejoindre la plateforme CS-SOMI. Et c'est la meilleure plateforme afin d'échanger sur comment est-ce qu'on peut mieux intervenir en tant qu'acteur de la société civile dans le contre le paludisme. N'oublions pas que notre mission, c'est de pouvoir rendre les programmes et interventions de contre le paludisme plus efficaces, équitables, innovants et inclusifs.
surtout en prenant en compte les besoins des communautés, de la société civile, basés sur le genre et le droit humain. C'est très important. Donc, la thématique de ce jour va nous édifier davantage dans l'atteinte de l'objectif de la plateforme CSOMI. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à proposer, à parler de CSOMI autour de vous et de pouvoir sensibiliser. Donc, à sensibiliser vos organisations à pouvoir rejoindre la plateforme CSOMI. Nous allons inscrire dans le chat box le lien pour pouvoir rejoindre la plateforme CSOMI pour que vous puissiez la partager avec tous les membres de vos réseaux. Donc, si vous avez le moins de soucis, n'hésitez pas à écrire au secrétaire CSOMI. Sans plus tarder, avant de passer la parole à la principale facilitatrice de ce webinaire, je vais d'abord donner la parole à M. Hamza Djibo, qui va nous donner une petite introduction liée à la thématique de ce webinaire. Mon cher Hamza, tu es en ligne? Tu es avec nous? Oui, fidèle, je suis avec vous. Je vais activer ma caméra. OK. Alors, donc, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment très ravi. Merci bien. Je suis très ravi de pouvoir procéder à l'introduction de cet important webinaire. Alors, mon nom, c'est Hamza Djibo. Je suis le directeur exécutif de l'ONG ESCAVI. ESCAVI, c'est Éducation, Santé et Amélioration du cadre de vie. Donc, c'est une organisation de la société civile, membre du CS4ME au Niger. Je suis en même temps membre de la plateforme Démocratie sanitaire et implication citoyenne des ici Niger, le cadre unitaire pour la participation des acteurs de la société civile dans le secteur de la santé. Alors, je voudrais vraiment remercier CS4ME pour une fois de plus de nous offrir cet espace de renforcement des capacités, comme vous le savez, dans le cadre du processus de GC7. Alors, mesdames et messieurs, chers membres de la plateforme CS4ME et partenaires, et comme vous le savez bien, la stratégie 2023-2028 du Fonds mondial vise à son deuxième axe prioritaire à maximiser l'engagement et le leadership des communautés touchées, de manière à ce que personne ne soit laissé pour compte et que les services soient conçus pour répondre aux besoins des populations qui courent le plus de risques, particulièrement par rapport au paludisme, dont nous savons que le paludisme aujourd'hui fait partie des plus grands endémies à travers le monde, surtout pour les pays africains. Ce principe qui consiste à placer les communautés au cœur de toutes les actions est pour moi un élément fondamental de la nouvelle stratégie du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Pour y parvenir, à mon avis, le Fonds mondial a déjà clairement décliné ses attentes vis-à-vis de nous et de la communauté. Donc, entre autres, quand je dis nous, c'est nous, acteurs de la société civile. Ces attentes du Fonds mondial visent l'accroissement de notre participation en tant qu'experts dans la conception, la fourniture et le suivi stratégique des programmes, y compris surtout le suivi communautaire, afin de laisser personne pour compte, en mettant l'accent surtout sur la fourniture des services communautaires et dirigés par la communauté, en particulier les populations clés et les populations vulnérables. L'autre axe d'attente pour le Fonds mondial dans sa nouvelle stratégie, c'est la collaboration aux efforts visant à renforcer une participation communautaire significative dans la prise de décisions, y compris les besoins des populations sous-représentées. Pour ce faire, le Fonds mondial a misé sur la mobilisation des communautés et de la société civile pour améliorer les résultats à l'échelle pays dans le processus GC7. Aussi, les plateformes et réseaux des OSC, permettez-moi de citer CS4ME, la PRF, Stop TV Partnership, ainsi que les fournisseurs d'assistance technique, ont suffisamment accompagné les acteurs au niveau pays
pour qu'ils participent efficacement au processus d'élaboration de notre conceptuel GC7. Donc, les résultats sont à la hauteur des attentes, en tout cas pour le pays de la première et de la deuxième fenêtre. Car les acteurs, les organisations de la société civile ont prouvé leur expertise en apportant une valeur ajoutée dans la détermination des interventions communautaires prioritaires et à haut impact. À cette veille, alors, du processus du grant making, l'une des étapes la plus importante du processus Fonds mondial, il est donc plus que nécessaire pour nous, acteurs de la société civile, de maîtriser les grandes orientations communautaires retenues dans la nouvelle stratégie du Fonds mondial pour mieux nous préparer au processus du grant making. Et cette formation vient à point nommé. Et c'est le lieu de nous remercier une fois de plus secrétariat du CS-Formi et Impact Santé Afrique pour vraiment nous permettre, pour nous avoir toujours accompagnés et pour nous avoir toujours offert des espaces de renforcement des capacités. Je n'appelle donc à tous de bien vous concentrer, de bien écouter, en tout cas suivre, j'allais dire, ces interventions, de bien poser vos questions pour que nous puissions bien nous préparer pour défendre, parce que les grandes meetings, c'est pouvoir défendre ce que nous avons mis dans les notes conceptuelles. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne formation et je vous souhaite aussi un de très bons échanges pour que effectivement nous puissions nous sortir renforcés de ces différentes sessions de formation qui nous a été offerte par CS-Formi. Je vous remercie et vraiment merci beaucoup pour cet honneur que vous m'avez offert pour que je puisse procéder à l'introduction de cet important webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce matin, très important. Si les communautés les plus vulnérables et ceux qui sont présents dans ce de nous ce matin. Merci. Je rappelle que au Niger, depuis des décennies dans les maladies, et nous espérons aussi voir l'engagement de tous les à pouvoir relever voir un élément également. On va regarder, je vais passer la parole à notre principal facilitateur qui va nous expliquer la présentation des préparations. J'espère qu'on m'entend parce que j'ai un problème de son. Donc, j'espère que là, j'espère que là, c'est mieux. Je vais directement passer la parole à Madame Clémentine. Apparemment, vous avez certainement des connexions Internet. Parce que là, je pense que c'est la même chose à la mise en temps. Ok, apparemment, c'est un souci. Bon, je vais. Bon, j'espère que là, on arrive à m'entendre.
Alors, vous m'entendez? On dit super. Oui, 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 fidèle. On entend maintenant. C'est bon, super, merci. OK, comme je disais, nous avons eu tout d'abord l'insigne honneur d'avoir Hamza connecté avec nous pour pouvoir, pour nous édifier sur le processus. Sur le processus, par rapport à la thématique de cette formation. Maintenant, je vais passer la parole à notre expert communautaire qui a aidé le secrétaire CSOMI à concevoir, à développer un petit outil pour pouvoir mieux expliquer cette stratégie du Fonds mondial. On ne va pas dire la stratégie, mais on va dire un pan de la stratégie du Fonds mondial qui met en avant les communautés. Quand on évoque quand on parle des communautés au centre des interventions, qu'est-ce que cela veut dire? Et concrètement, au cadre de la lutte contre le paludisme, qu'est-ce que veut dire les communautés au centre des interventions de lutte contre le paludisme dans le GC7? Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Philomène Vinchem qui va nous édifier à ce sujet. Philomène, je vais te passer la parole. Okay, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Ok, bonjour, je suis Philomène Vinchem. Je suis chargée de l'information, de l'éducation et de la communication au Programme national de lutte contre le paludisme du Cameroun. Donc, j'y suis depuis 15 ans. Et là, c'était la rédaction du GC7, c'était la 4e note conceptuelle à laquelle je participais en tant que chargée d'élaborer les stratégies de communication qui vont être mises en œuvre pendant les 3 prochaines années au Cameroun. Donc, c'est dans le cadre de cette collaboration que j'ai été approchée par ISA pour développer ce guide, parce que déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que la santé communautaire est mise en œuvre au Cameroun depuis plus de 10 ans. Nous avons développé plusieurs guides, nous avons développé un plan stratégique de santé communautaire avec les ISDC, dont j'espère pouvoir apporter ma modeste contribution à la compréhension de cette nouvelle stratégie. Mais ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'il faut que ce soit très, très participatif parce qu'on est plusieurs pays autour de ce webinaire. Donc, chacun va essayer de dire ce qui se passe chez lui. Et il sera question à la fin que chacun prenne ce qui est dans le guide et qui peut marcher dans sa communauté. Parce que le guide donne juste quelques grandes lignes et il s'agit de les adapter en fonction de son contexte. Parce que même quand on prend un pays comme le Cameroun, les interventions ne seront pas les mêmes dans toutes les communautés parce que ce qu'on retrouve à l'extrême nord, ce n'est pas ce qu'on retrouve dans le centre du pays ou à l'ouest. Donc, nous allons commencer et je suis très heureuse d'être parmi vous. Ce sera constructif. J'attends aussi d'apprendre beaucoup de choses de vous. Donc, nous allons commencer par le plan de la présentation. Déjà, pourquoi ce guide? Les objectifs de la présentation, la définition des concepts et pour qu'une communauté Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non, non, c'est bon, c'est très bon. Ça voilà. Bon, pour qu'une communauté puisse effectivement mener des actions de lutte contre le paludisme, il faut qu'elle fasse la situation de la lutte contre le paludisme dans sa propre communauté. Et on va essayer de comprendre, de voir comment une communauté peut faire cette situation. Il ne s'agit pas de faire une situation... Il s'agit de faire une situation au niveau communautaire. Qu'est-ce que la communauté se pose des questions simples et basiques? Et à partir des réponses à ces questions, la communauté peut faire le point de la lutte contre le paludisme. Et ensuite, il faudra que la communauté établisse les lacunes et les priorités. Qu'est-ce que j'entends par lacunes? Quels sont les manquements? Qu'est-ce qui ne marche pas?
Qu'est-ce qui nous manque? Et comment on peut donc établir les priorités? Parce que vous savez très bien que l'enveloppe qu'on nous donne n'est pas élastique. Et à un moment, il faut choisir entre plusieurs interventions. Quelle est l'intervention qui aura plus d'impact? Quelle est l'intervention qui va apporter un meilleur résultat pour ma communauté? Dans ma communauté, c'est les questions auxquelles nous devons, au processus de la demande de financement. Comment les communautés peuvent s'organiser avant la demande de financement, pendant la demande de financement, et même après, c'est-à-dire après le grand making, quand la communauté a déjà défendu ses interventions, comme disait M. Hamza, au cours de la mise en œuvre, comment la communauté doit continuer de travailler pour mériter la confiance et montrer qu'elle est un maillon incontournable dans l'élimination du paludisme à court terme. C'est les questions auxquelles il faut pouvoir répondre. Et nous avons la mise en œuvre, nous avons quelques activités qui ont été menées par des communautés avec un impact très fort. Nous allons voir ces exemples. Maintenant, pour le contexte, nous allons revenir sur les chiffres que nous connaissons tous. Selon le rapport mondial de lutte contre le paludisme en 2022, 247 millions de cas de paludisme ont été estimés dans le monde. 247 millions de cas. Et nous nous rendons compte que 619 personnes, selon le même rapport, sont décédées de paludisme dans le monde. Près d'1 million, plus d'1 demi-million de personnes. C'est un chiffre assez effrayant. 95% de ces personnes se trouvent en Afrique subsaharienne. Donc, ça veut dire que sur les 619 000 personnes qui sont mortes de paludisme, plus de 500 000 se trouvent en Afrique subsaharienne. Vous comprenez pourquoi la lutte contre le paludisme nous incombe, à nous les pays d'Afrique subsaharienne, et particulièrement nos communautés, parce que le paludisme sévit dans les communautés. Et on nous fait comprendre que 10 des 11 pays les plus touchés par le paludisme se trouvent en Afrique. Nous les avons cités. Le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, le Mali, la Mozambique, le Niger, le Nigeria, l'Ouganda, la RDC et la Tanzanie. Et nous voyons vraiment que ces 10 pays sont les plus touchés, les plus affectés par le paludisme. Et il faut que nous qui sommes dans ces pays, nous essayions de faire quelque chose pour renverser la tendance. Et nous savons tous que le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme accompagnent les pays depuis plus de 2 décennies dans la lutte contre ces maladies à travers la mise à disposition des financements pour la mise en œuvre des activités à haut impact. Et c'est de ça que nous parlons maintenant. Nous sommes en train d'écrire un nouveau cycle de financement pour les 3 prochaines années, parce que les financements que nous avons eus s'achèvent le 31 décembre 2023. Et toujours dans le contexte, nous voyons qu'en 20 ans d'existence, le partenariat du Fonds mondial a obtenu des résultats extraordinaires en matière de lutte contre les 3 maladies et a contribué à une amélioration du système de santé dans les pays où il soutient les programmes. Parce que nous avons vu que pour la lutte contre le paludisme qui nous concerne principalement, au début de la lutte, les interventions étaient très ciblées. Je prends par exemple la distribution des moustiquaires. On distribuait les moustiquaires aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes. Mais avec le temps et l'augmentation des financements, on est passé aux distributions en couverture universelle, les campagnes de masse, pour s'assurer qu'au moins 80% de la population générale dort sous moustiquaire chaque nuit. Parce que si nous voulons atteindre l'impact, il faut protéger toutes les populations. Tout le monde est exposé au paludisme. Tout le monde peut se faire piquer par un moustique. Même si la femme enceinte et l'enfant sont les populations les plus vulnérables, le moustique pique d'abord tout le monde. Et nous avons donc vu comment ces financements ont pu aider à mettre en œuvre ces interventions à fort impact, comme la campagne de distribution des moustiquaires, les pulvérisations intradomiciliaires pour certains pays, et j'en passe, parce que les activités de prise en charge, on sait qu'elles ont évolué. La prise en charge ne se fait plus seulement au niveau de la formation sanitaire, mais elle se fait également en communauté. C'est une évolution. Au début des subventions, elle se faisait uniquement dans les formations sanitaires. Mais il y a plus de 10 ans qu'elle a commencé à se faire au sein des communautés. On va y arriver.
Et nous constatons donc que nous disons que le Fonds mondial a investi plus de 55,4 milliards de dollars et sauvé 50 millions de vies en abaissant le taux de mortalité combinée des 3 maladies de plus de moitié dans les pays où il investit. On se rend donc compte que ce financement du Fonds mondial est venu aider les pays à baisser la mortalité de plus de la moitié pour les 3 maladies. Et ces financements sont destinés à 2 types d'interventions. Les interventions de prévention d'abord, parce que vous savez que la principale stratégie de lutte contre le paludisme, c'est la prévention. Et la prévention se fait à travers la diffusion des médias à toutes les populations en campagne et en routine lors des consultations pour les femmes enceintes et aujourd'hui pour les enfants qui viennent à la vaccination avec le TPIN, le traitement préventif intermittent pour les nourrissons qu'on a déjà introduit. Le traitement préventif intermittent aux femmes enceintes aussi, parce qu'on sait que maintenant, dès la 13e semaine de la grossesse, la femme enceinte va à la consultation, elle reçoit gratuitement son TPI. Et avant cette 13e semaine, elle reçoit une MILDA lors de la première CPN. La SPAC pour les enfants de 3 à 59 mois dans les pays éligibles à la CPS. Nous savons qu'il y a des pays où pour certaines parties des pays où la transmission est saisonnière, elle n'est pas pérenne. Et lorsqu'il y a des pics de transmission, on mène des campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier pour les enfants de 3 à 59 mois qui prennent des médicaments pendant 3 jours consécutifs pendant la période de longue pluie. Au Cameroun, par exemple, cette période, c'est de juillet à octobre. Dans les autres pays, c'est en fonction de la saisonnalité et de la transmission du paludisme. Et il faut déjà savoir qu'il faut que l'enfant ne présente pas de contre-indication. Nous avons les pulvérisations intradomiciliaires qui sont menées. C'est vrai que certains pays n'arrivent pas à les mener à cause des coûts. C'est le cas de notre pays. Mais il y a des partenaires qui appuient même à petite échelle. Et on voit que cela permet d'assainir l'environnement et d'avoir l'hygiène dans toutes les communautés où on mène les pulvérisations intradomiciliaires. Maintenant, nous avons les interventions de prise en charge avec la prise en charge hospitalière. Cette prise en charge, on sait déjà qu'il a été recommandé qu'on ne traite pas le paludisme à partir des signes. Il faut tester et traiter, c'est la principale recommandation. Il faut confirmer les cas de paludisme avant de les traiter parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que toute fièvre n'est pas paludisme. Cette prise en charge se fait également dans les communautés à travers les agents de santé communautaire qui sont formés, parce qu'il faut le préciser, ces agents de santé communautaire sont formés à la prise en charge du paludisme simple. Et ils savent que quand c'est un cas grave, il faut référer à la formation sanitaire. Et ces agents de santé communautaire ont le nécessaire pour tester avant de traiter. Et on a la gratuité pour certains groupes de population parce que la prise en charge du paludisme est gratuite dans certains pays pour les enfants de moins de 5 ans. Et toutefois, le monde n'est plus sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Et on a en première cause l'arrivée de la pandémie à COVID-19. Et à cause de l'arrivée de la pandémie à COVID-19, on a eu un ralentissement dans les progrès accomplis parce qu'il fallait que les formations sanitaires se réorganisent pour continuer à assurer les soins dans un contexte qui était très difficile à intégrer par les communautés où il y avait beaucoup de contre-informations, beaucoup de rumeurs et beaucoup de peurs. Ce qui fait que vous allez voir dans certains des rapports pour certains pays, la fréquentation des formations sanitaires a baissé lors de la survenue de la pandémie à COVID-19. Il a fallu recommencer un travail de fond pour rassurer les communautés, pour qu'on puisse remonter. Donc, maintenant, c'est pour ça que la nouvelle stratégie du Fonds mondial a vu le jour et couvre la période 2023-2028 pour guider les efforts collectifs des pays afin de les remettre sur la bonne voie. Parce qu'on peut vous assurer qu'il y a encore des poches de résistance dans certaines communautés. Et il faut guider et remettre tout le monde sur la bonne voie parce que nous étions déjà très bien avancés,
mais nous avons connu ce ralentissement à cause de la COVID. Et on se rend compte que le paludisme continue de faire des ravages. Donc, nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons continuer à mettre en œuvre nos stratégies pour atteindre au moins la préélimination ou l'élimination dans les prochains jours. Et la nouvelle stratégie vise à combattre les pandémies et à bâtir un monde plus sain et plus équitable. Cela signifie que, en matière de lutte contre le paludisme, toutes les populations doivent bénéficier des soins et services qui sont mis à leur disposition. Et quel est donc l'objectif de cette présentation? L'objectif général de cette présentation est de montrer aux communautés ou aux organisations qui les coordonnent comment elles peuvent être au centre des interventions de lutte contre le paludisme pour un meilleur impact. Quel est le rôle de la communauté? Comment elle se prépare? Comment elle s'organise pour elle-même prendre en main les interventions, pour elle-même comprendre et intégrer tout ce qui va être fait. Parce qu'il n'est plus question de venir de l'extérieur et de donner quelque chose à la communauté. La communauté doit se sentir partie prenante. Elle doit participer à ce qui va se faire. Elle doit donner son avis. Elle doit être en cohérence avec ce qui va se faire. Donc, le présent guide a pour but d'édifier les OSC vulnérables sur cette nouvelle stratégie. Comment s'organiser? Comment participer pleinement dans notre pouvoir? Comment avoir le meilleur résultat possible? De manière spécifique, il est question d'aider les communautés à faire une analyse de leur situation dans la lutte contre le paludisme. Je suis une communauté telle. Où est-ce que j'en suis? Les interventions que j'ai menées jusqu'ici, est-ce qu'elles étaient les plus pertinentes? Est-ce qu'elles étaient les plus efficaces? Est-ce qu'elles sont à reconduire? Est-ce qu'elles sont à reformuler ou à réorienter? Est-ce qu'il faut complètement les changer? Il faut que les communautés se posent cette question. Et si elles ne se posent pas cette question, elles vont continuer. OK. Il était question à travers ce guide d'aider les communautés à identifier leurs besoins dans la lutte contre le paludisme. Aider chaque communauté à identifier les interventions qui peuvent lui apporter un impact. Le guide doit aider les communautés à s'organiser pour inscrire les interventions qu'elles jugent pertinentes dans la demande de financement. Et le guide doit également aider les communautés à mettre sur pied un mécanisme de suivi de leurs activités. Parce que vous savez qu'il y a la redevabilité. Quand nous recevons des financements, nous devons pouvoir rendre compte de la manière dont nous les gérons et si les activités sont menées dans la déontologie où elles ont été inscrites. OK, maintenant nous allons... C'est bon. Nous allons passer à la définition de quelques concepts clés. Et qu'est-ce qu'une communauté? J'aurais voulu, on a des soucis de communication, mais j'aurais voulu que ce soit un peu plus parlant. C'est bon. Qu'est-ce qu'une communauté? On va donc dire qu'une communauté, c'est un groupe de personnes liées de manière distincte et variée. Et comme nous sommes dans la santé et qui sont touchés par un problème de santé donné, ce sont des personnes qui partagent des caractéristiques ou des vulnérabilités particulières en lien avec le genre, l'identité, l'origine géographique et ethnique, le comportement, la religion ou la culture. Nous avons parlé des groupes vulnérables dans la lutte contre le paludisme. Nous avons pensé aux femmes enceintes. Nous avons les enfants de moins de 5 ans. Nous avons les populations déplacées qui vivent dans une situation assez vulnérable pour certains pays. Nous avons aussi certaines personnes qui sont marginalisées à cause de leur religion ou de leur culture. Mais elles constituent donc une communauté. Mais ce n'est pas à cause de cela, justement, les services et produits de lutte contre le paludisme doivent leur être dispensés parce que tout le monde y a droit.
et elles constituent une communauté, elles doivent être encadrées par les organisations de la société civile qui doivent s'assurer qu'aucune communauté n'est en marge des services et soins de lutte contre le paludisme qui sont disponibles dans le pays. Et qu'est-ce qu'une intervention? Une intervention, c'est une action qui a pour but de réduire l'impact de certaines maladies ou de certaines épidémies. Et elles aident à éviter la survenue des maladies, à arrêter leur progression ou à limiter leurs conséquences. Donc, comme intervention, par exemple, nous pouvons prendre dans la lutte contre le paludisme, la distribution des moustiquaires est une intervention, la prise en charge est une intervention, les aspersions intradomiciliaires constituent une intervention. On peut citer plusieurs. Et qu'appelle-t-on population vulnérable? Ce sont des personnes qui présentent une vulnérabilité accrue ou alors une fragilité, je vais employer un terme un peu plus simple, accrue, et qui sont plus fortement touchées par une maladie. Et en même temps, non seulement elles sont plus fortement touchées par la maladie, elles souffrent également d'un accès limité aux services. Nous avons par exemple les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, qui constituent les groupes vulnérables. Nous avons aussi des populations qui sont éloignées des formations sanitaires. Nous avons des populations qui vivent, par exemple, dans des montagnes et qui ne peuvent pas facilement avoir accès à la formation sanitaire. Ce sont des groupes vulnérables et qui sont plus exposés soit aux épidémies, soit aux maladies, soit aux complications en cas de fièvre, parce qu'elles sont éloignées de la formation sanitaire. La prise en charge n'est pas rapide, ou alors il n'y a pas des ASC proches dans la communauté qui peuvent rapidement intervenir lorsqu'un membre de la famille a la fièvre. Et GC7, c'est quoi? C'est un sigle qui signifie Grand Cycle 7, qui représente le 7e cycle de financement du Fonds mondial. Donc, ce que nous devons retenir, c'est qu'à date, nous sommes en train d'élaborer la 7e demande de financement des pays. Comment... Comment faire la situation de la lutte contre le paludisme dans une communauté? Et ici, j'aurais vraiment voulu que ce soit interactif parce qu'il y a 10 questions auxquelles, moi j'ai regroupé 10 questions auxquelles il est important que chaque communauté réponde pour faire la situation de la lutte contre le paludisme. C'est des questions basiques, elles nous semblent simples, mais il est important d'y apporter un élément de réponse avant d'aller au niveau supérieur. C'est-à-dire, au niveau supérieur, c'est là où nous allons établir les lacunes et les priorités. Et je vais demander comme ça, j'espère que la connexion va nous le permettre. La première question est celle... OK. La première question à laquelle nous devons répondre est de savoir à quel niveau sommes-nous rendus dans la lutte contre le paludisme dans notre village ou notre communauté. Je suis dans un village X. À date, c'est-à-dire après 10 ans ou 15 ans de lutte contre le paludisme, je suis à quel niveau? Est-ce que toutes les populations ont déjà intégré que le paludisme constitue un problème de santé publique? Est-ce que toutes les populations ont déjà intégré que le paludisme est dangereux et qu'il peut tuer? Est-ce que toutes les populations ont déjà intégré que pour être à l'abri du paludisme, je dois dormir sous moustiquaire chaque nuit, m'assurer que tous les membres de mon ménage dorment sous moustiquaire? Est-ce que toutes les mamans, tous les chefs de famille, tous les responsables d'enfants ont déjà intégré que dès qu'un membre de la famille a la fièvre, je dois directement me rendre chez l'agent de santé communautaire ou à la formation sanitaire et ne pas utiliser un itinéraire thérapeutique différent? Je dois pouvoir répondre à cette question. Si je réponds à cette question, je sais exactement à quel niveau je suis. La deuxième question est, quelles sont les ressources humaines, matérielles et financières qu'il nous faut pour mener à bien la lutte contre le paludisme dans notre communauté? À ce jour, dans ma communauté, j'ai besoin de quoi? Est-ce qu'on a déjà un endroit? Est-ce que l'organisation communautaire a une case où ils se retrouvent pour parler des questions du paludisme? Est-ce qu'ils pensent qu'il faut aider les ASC? Est-ce qu'ils pensent que les ASC que nous avons ne couvrent pas totalement la communauté? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau communautaire pour répondre, pour adresser cette question? Qu'est-ce qui est important? Parce que je vous ai dit, les financements ne sont pas élastiques. Qu'est-ce qui est important par ordre décroissant?
en ce moment pour mener les actions de lutte contre le paludisme dans notre communauté. C'est-à-dire, je pars du plus important, je dois faire ce classement, du plus important au moins important. Et en fonction des ressources, je vais savoir où les allouer. Maintenant, la quatrième question est celle de savoir quelle est ou quelles sont les interventions qui peuvent mettre notre communauté à l'abri du paludisme. Parce que j'ai déjà fait ce tableau qui va du plus important au moins important. Je vais donc sélectionner les interventions qui peuvent m'aider, qui sont plus importantes, parce que toutes les interventions sont importantes. Mais maintenant, en fonction des ressources, quelles sont celles qui sont le plus importantes et qui vont rapidement me donner l'impact que je veux? Et quelles sont les interventions qui vont permettre de réduire l'incidence du paludisme dans la communauté? Sixième chose, comment pouvons-nous nous organiser localement la motivation des agents de santé communautaire? OK. Comment pouvons-nous organiser localement la motivation des agents de santé communautaire en identifiant le soutien que nous pourrons apporter aux ASC? Nous savons très bien que dans les pays où il y a les ASC, le pays, le Fonds mondial les finance, c'est une motivation qu'on leur apporte. Et c'est des gens qui délaissent leurs activités quotidiennes pour aider la communauté à lutter, pas seulement contre le paludisme, parce qu'aujourd'hui, on a des agents de santé communautaire polyvalents qui aident aussi pour d'autres maladies qui sont dangereuses dans la communauté, notamment les infections respiratoires. Ils aident également à détecter, à encourager les personnes qui sont susceptibles d'avoir la tuberculose ou d'être infectées par le VIH à se rendre à la formation sanitaire pour être testées et prises rapidement en charge. Et vous voyez que ce travail nécessite du temps. Comment une communauté peut s'organiser localement pour renforcer cette motivation ou leur apporter un soutien? Nous devons nous poser cette question. Maintenant, il faut que la communauté elle-même se pose la question de savoir si les agents de santé communautaire qu'elle a désignés mènent correctement les activités. Parce que c'est vous, c'est la communauté qui choisit ces agents de santé communautaire. Il y a un mécanisme de sélection qui vous est proposé, qui est encadré par les organisations de la société civile, les leaders communautaires et les responsables des formations sanitaires. Donc, vous devez pouvoir répondre de la qualité des agents de santé que vous avez mis à la disposition de votre communauté, parce que vous en êtes responsable. C'est vous qui avez contribué à leur sélection et vous avez les possibilités de les recadrer si quelque chose ne marche pas. Et maintenant, la communauté doit aider le responsable de la formation sanitaire, notamment dans la gestion des intrants. Au sein de la communauté peut organiser un mécanisme interne pour aider les agents de santé communautaire à gérer les intrants et rendre compte aux responsables de la formation sanitaire. Vous convenez avec moi que le responsable de la formation sanitaire n'a pas que votre communauté. Il a plusieurs communautés, plusieurs ASC et il s'occupe de plusieurs interventions. Pendant les campagnes, il est sur le terrain pour les campagnes de vaccination. Pendant les ripostes contre les épidémies, il est sur le terrain. Pendant les routines, il doit assurer les vaccinations de routine. Et maintenant, il doit assurer la prise en charge. Chaque jour, il reçoit des personnes de la communauté qui sont malades. Il faut leur administrer des soins. Donc, comment la communauté peut s'organiser pour alléger son travail au sein de la communauté à travers la gestion des intrants auprès des agents de santé communautaire? Parce qu'il y a beaucoup de communautés qui parfois n'arrivent pas, beaucoup d'agents de santé communautaire qui ont des difficultés à aller s'approvisionner ou à déposer leur rapport. Comment la communauté peut aider? Est-ce que dans la communauté, il y a un membre qui a un moyen logistique qui peut contribuer à aider dans l'approvisionnement en ASC, en entrant des ASC? La communauté doit pouvoir répondre à cette question. Et 9e question, comment faire en sorte que notre communauté dispose de ressources pour présenter nos besoins et contribuer au choix des stratégies efficaces? Monsieur Hamza l'a dit, on est en train de finir, on a même déjà fini l'élaboration du GC7, mais il y aura le grand making. Comment les communautés vont s'organiser pour venir défendre les interventions qu'elles ont inscrites? Comment elles vont s'organiser? Est-ce que chaque communauté
va désigner un responsable? Est-ce que ce sont les OSC de la société civile, les OSC qui coordonnent un groupe de communauté qui vont désigner une ou deux personnes pour venir défendre ces activités? La communauté doit pouvoir répondre à cette question. L'autre chose qu'on reproche au niveau des communautés quand elles mènent des activités, elles mènent beaucoup d'activités, elles font beaucoup de choses, mais il n'y a pas de traçabilité. On ne sait pas, oui, on fait beaucoup de choses, on explique, mais on ne note pas ça quelque part. Donc, les communautés doivent pouvoir s'imposer la question de savoir est-ce que toutes les activités que nous menons présentent des recommandations et sont déclinées? Est-ce que les rapports d'activité sont correctement archivés et disponibles? Vous devez élaborer les rapports, les archiver et les rendre disponibles. Maintenant, comment intégrer les interventions définies dans le plan global de lutte contre le paludisme du pays? Ce que nous devons savoir, c'est qu'en tant que communauté, nous nous greffons au plan global de lutte contre le paludisme du pays. La lutte contre le paludisme relève de la compétence du ministère en charge des questions de santé de notre pays. Et ce ministère définit les politiques. Nous ne devons pas, en tant que communauté, aller en marge des politiques. Nous devons nous greffer aux politiques, les intégrer et nous approprier les politiques pour savoir comment les intégrer le mieux dans notre communauté ou les adapter à notre contexte. Et pour cela, nos politiques doivent être alignées sur les contextes épidémiologiques du pays. C'est-à-dire que les communautés doivent tenir compte de la manière dont le paludisme se transmet dans leur zone pour proposer des stratégies. Une communauté X qui n'est pas dans une zone de transmission saisonnière ne peut pas, par exemple, proposer qu'il y ait des campagnes de chimioprévention de masse pour les enfants de moins de 5 ans. Non, si je suis une communauté où la transmission est pérenne, je dois penser aux interventions pérennes. C'est pour ça que même au sein des communautés, les gens doivent pouvoir lire et comprendre exactement la situation, le profil épidémiologique de la zone où elle se trouve avant de proposer une intervention ou de penser une stratégie. Et il faut être basé sur les stratégies de santé communautaire des pays. C'est-à-dire que les interventions proposées doivent se greffer à ces stratégies de santé communautaire. Comme je vous l'ai dit, chaque pays met en œuvre des actions parmi les pays qui sont ici, nous qui sommes là. Et chaque pays a développé des guides ou alors des stratégies de mise en œuvre de lutte contre le paludisme au niveau de la communauté. Moi, en tant que communauté, je viens me greffer à ces stratégies qui existent déjà. Je n'invente pas une stratégie. Je ne prends pas une stratégie d'un pays X pour venir la greffer à mon pays qui est Y, alors que mon pays ne répond pas au profil épidémiologique ou ma communauté. Parce que je vous ai dit, on peut être dans un pays, mais on a plusieurs stratégies communautaires parce qu'il y a des profils qui sont adaptés, qui sont dans chaque zone. Vous allez dans cette zone, la transmission est saisonnière. Vous descendez dans une autre zone, elle est pérenne. Vous descendez dans une autre zone, elle est modérée. Donc, nous devons déjà, nous, en tant que communauté, on n'attend pas seulement les interventions. Nous-mêmes, nous devons être au fait de toutes ces données et de toutes ces réalités épidémiologiques de notre pays. Et les interventions que nous proposons doivent être exhaustives. En tant que communauté, nous devons lutter contre le paludisme dans tous les domaines. Sauf si nous nous rendons compte que dans le domaine de la prévention, tous les ménages ont déjà acquis tout ce qu'il faut et que tous les ménages ont leur mida, tous les ménages les utilisent tous les membres de chaque ménage dorment en dessous chaque soir. Les communautés ont déjà intégré les notions d'hygiène et d'assainissement. Elles ont déjà intégré tous ces volets. Mais nous devons penser que la lutte contre le paludisme, c'est plusieurs volets. Et nous devons nous le faire. Nous avons les activités de prévention. Qu'est-ce que nous avons prévu de faire en termes de prévention? Qu'est-ce que nous avons prévu de faire en termes de prise en charge? Qu'est-ce que nous avons prévu de faire en termes de sensibilisation et de mobilisation? Parce qu'il faut continuer de sensibiliser les gens. Il faut continuer à transmettre les messages, encourager les communautés. Parce que très souvent, à cause de la survenue d'une autre maladie ou d'une épidémie, les gens oublient facilement ce qui est déjà entré dans leurs habitudes. Donc, nous devons garder la veille de la sensibilisation dans les communautés. Nous devons avoir des activités de suivi, évaluation. Parce que si vous ne suivez pas ce que vous faites, si vous n'évaluez pas,
vous ne saurez pas à quel niveau vous êtes et vous ne saurez pas ce qu'il faut changer. Maintenant, il y a la gestion des fonds alloués. Quand nous recevons des fonds, nous devons pouvoir savoir comment les gérer. Chaque fonds, chaque centime représente une ligne budgétaire, représente une rubrique particulière. Nous devons les respecter. Et les communautés doivent correctement budgétiser leurs activités. Ça veut dire qu'il faut tenir compte des réalités locales. Je vais vous prendre un exemple. Si vous avez des activités de formation et que les gens doivent se déplacer, vous devez tenir compte des moyens de transport de votre région. Si vous êtes dans une région où les gens se déplacent en moto, vous devez pouvoir budgétiser effectivement combien ça va coûter. Si vous êtes dans une région où ils peuvent se déplacer en voiture et que ça revient un peu plus moins cher, vous devez tenir compte des distances, de l'état de la route. Il y en a qui sont obligés parfois de dormir avant d'arriver au lieu de la formation. Vous devez tenir compte de tout cela parce que les gens qui viennent pour aider, pour travailler, doivent être pris en charge dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, après avoir répondu à toutes ces questions, il faut pouvoir établir les lacunes et les priorités. Et les lacunes et les priorités doivent s'établir sur les 4 éléments que je vais vous lire. Nous avons le suivi dirigé par la communauté. Comment ça se fait? Il renvoie à quoi? Les recherches et le plaidoyer dirigé par les communautés. Le renforcement des capacités et le développement du leadership. Il faut que les OSC dans chaque communauté organisent ce leadership. Les organisations communautaires doivent pouvoir avoir ces capacités de développement de leadership parce qu'on suit toujours quelque chose. On suit une dynamique, une vision. Et c'est important qu'au sein de la communauté, nous disposions de cette dynamique et de cette vision. La participation, les liens et la coordination au sein des communautés. Vous savez très bien que si nous ne coordonnons pas ce que nous faisons, nous allons faire beaucoup de choses sans nous rendre compte que nous sommes peut-être soit en train de faire les mêmes choses, soit en train d'oublier ce qu'il est important de faire. Donc, il faut coordonner tout ce que nous faisons. Et cette coordination, elle est très importante parce qu'elle nous permet d'avoir des recommandations et d'avoir la vision pour les prochaines étapes en vue d'améliorer ce que nous sommes en train de faire dans la communauté. Et qu'est-ce que nous entendons par suivi dirigé par la communauté? Par suivi dirigé par la communauté, cela consiste à mettre sur pied des mécanismes indépendants de responsabilité qui travaillent de manière étroite avec les bénéficiaires de soins et les populations vulnérables. Nous les avons déjà cités. Comment mettre en étroite collaboration les bénéficiaires des soins et les mécanismes interdépendants de responsabilité? Comment les mettre en étroite collaboration? Et ceci permet aux membres de la communauté et à d'autres acteurs de formuler des recommandations basées sur la prévention, l'accessibilité, l'acceptabilité, l'abordabilité, la qualité des soins pour un meilleur impact. Nous avons les recherches et le plaidoyer dirigé par les communautés, c'est-à-dire la mise en œuvre des activités pour orienter et encourager le plaidoyer à travers un réseau d'acteurs de la société civile. Les acteurs de la société civile peuvent s'organiser en groupe pour mieux mener le plaidoyer et porter les besoins réels des communautés auprès des instances de coordination. Et ce plaidoyer va particulièrement concerner les populations vulnérables qui ne sont pas suffisamment couvertes par les offres de services et soins de lutte contre le paludisme afin de leur faciliter l'accès à toutes les offres disponibles. Et à ce niveau, les communautés sont encouragées à participer aux études et recherches qui sont mises en œuvre en vue d'obtenir les évidences. Parce que les communautés font beaucoup de choses, mais très souvent, on n'a pas les évidences. Si on est dans une communauté et qu'on veut pouvoir démontrer que dans notre communauté, ce sont les agents de santé communautaire qui ont un meilleur impact, nous devons participer lorsqu'il y a une étude pour le démontrer. Le renforcement des capacités et le développement du leadership. Il faut développer les capacités de leadership des OSC qui encadrent les communautés et qui apportent un soutien à celles qui ont gagné la confiance des communautés à travers les activités qu'elles ont menées. Et ce leadership, je l'ai déjà dit, il doit être mené, il doit être organisé. On peut se rapprocher dans la lutte contre le paludisme, on peut le développer auprès des élus locaux, des organisations de femmes, des jeunes, des bénéficiaires, des agents de santé communautaire et même du personnel de santé que nous avons très souvent tendance à oublier dans nos activités communautaires. La participation et la coordination, il faut mettre en œuvre les activités qui vont créer un système interconnecté et coordonné des services communautaires
et dirigés par les communautés qui mobilisent, informent et fournissent des services aux personnes appartenant aux populations vulnérables, à d'autres groupes qui ne bénéficient pas des programmes de santé. Et ceci se fait à travers la mobilisation sociale pour informer les communautés des services et produits disponibles. Maintenant, nous avons un exemple de tableau qui nous permet de voir comment on peut établir des exemples de lacunes et de priorités. La présentation sera partagée. Quand je prends le suivi dirigé par la communauté, j'ai quelques exemples de lacunes. Tous les ménages ne disposent pas de MILDA. Les ASC sont en rupture constante d'intrants. C'est les problèmes que nous constatons, surtout dans notre communauté, dans notre pays. Les ASC n'ont pas été recyclés depuis 2 ans. Qu'est-ce que j'aurais comme priorité potentielle dans ma demande de financement? Je vais mettre la distribution des MILDA comme une intervention principale. Je vais réfléchir sur l'organisation d'un mécanisme local d'approvisionnement des ASC si les intrants sont à la formation sanitaire et que c'est parce qu'on n'a pas de moyens de transport pour aller les chercher. Qu'est-ce que la communauté peut faire? Je suis sûre que dans chaque communauté, il y a un ancien fonctionnaire retraité qui va en ville toutes les fins du mois prendre son salaire. Comment est-ce qu'il peut aider à ramener les intrants à l'ASC? C'est comme ça que la communauté doit réfléchir. Et le renforcement des capacités des ASC qui sont en activité. Voilà mes principales priorités et potentielles pour ce qui concerne le suivi. Nous allons prendre un troisième exemple parce que le temps nous tient un peu à la gorge. La capacité et le développement du leadership. Par exemple, les ASC n'ont pas de statut légal. Dans beaucoup de pays, c'est ça. Les financements alloués aux activités communautaires sont insuffisants. Nous avons encore vécu ça dans la dernière demande de financement. Il n'existe pas de local pour la coordination des activités communautaires. Qu'est-ce que je fais au niveau local? Il faut mettre en place un mécanisme de suivi pour l'aboutissement du projet de loi relatif au statut des ASC. En tant que communauté, ceux qui ont le leadership, il s'agit de rencontrer les élites, rencontrer ceux qui ont la capacité de porter les textes au niveau national et leur montrer l'impact des ASC sur la santé des membres de la communauté. Parce qu'eux-mêmes, ils appartiennent à cette communauté, même s'ils n'y vivent pas. Ils ont besoin d'avoir des communautés en bonne santé. Ils peuvent porter ce plaidoyer au niveau national. Il faut faire les financements alloués ne sont pas suffisants. Il faut faire une évaluation objective des besoins en financement des activités communautaires et mener les plaidoyers auprès des acteurs locaux. Je pense aux collectivités territoriales décentralisées, aux parlementaires qui nous représentent, qui sont nos élites, aux opérateurs économiques locaux que nous avons. Il faut le faire. Et organiser des collectes locales. Si nous n'avons pas un local, comment nous pouvons nous organiser? Je suis sûre que dans chaque communauté, il y a quelqu'un qui se connaît en bâtiment. Il y a quelqu'un qui s'y connaît dans... Donc, comment on peut s'organiser localement pour avoir un petit espace? Même si à la fin, on doit être appuyé par une élite ou un organisme. Mais comment on fait? Est-ce qu'on peut pas organiser une petite collecte, même si cela nous prend 2 ans? On dit que chaque fin du mois, chaque ménage va apporter 500 francs. Au bout de 2 ans, nous verrons si nous pouvons pas avoir une case où nous allons mener nos activités, où nous allons souvent nous regrouper. Voilà quelques exemples. Les 2 autres, vous aurez la présentation. Comment les communautés peuvent intégrer leurs interventions dans l'actuelle demande des financements? Il faut d'abord s'assurer d'avoir rempli les 4 conditions citées. Et je voudrais vraiment qu'on soit très attentif ici. Les doléances des communautés doivent être portées par leurs représentants et les membres des OSC qui les coordonnent au sein des ICN, les instances de coordination des pays. Et pour cela, comment les communautés peuvent s'organiser? Il faut déjà qu'on sache que les communautés sont consultées lors des entretiens des dialogues pays qui précèdent les demandes de financement. Et lorsque les communautés sont consultées, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent présenter la situation réelle de la lutte contre le paludisme, leurs besoins qui ont déjà été établis à partir de l'analyse précédente, les interventions qu'elles trouvent pertinentes sur la base des évidences. Nous en avons déjà parlé. Ça veut dire qu'en amont, les communautés doivent faire ce travail à partir du tableau que nous avons présenté. Elles ne vont pas là-bas, elles ne doivent pas être surprises parce qu'on sait que tous les 3 ans, il y a une demande de financement. Donc, à la 2e année, à la fin de la 2e année de financement qui court, elles doivent déjà commencer à établir ces lacunes et ces priorités. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'est pas en train de marcher? Et qu'est-ce que nous voulons améliorer pour la prochaine demande de financement?
avoir des éléments de maturation de ces interventions. Ça veut dire qu'une communauté doit pouvoir expliquer que dans la précédente demande de financement, dans le précédent financement, nous avions 10 ASC. Or, notre village a 15 000 habitants. Or, nous savons que le ratio, c'est un ASC pour 1000 habitants, dont j'ai un gap de 5 ASC. On ne demande pas sur la base de rien. Il faut qu'on sente que vous avez mûri votre réflexion et vos interventions dans la lutte contre le paludisme. Et quand vous avez déjà maturé vos projets, vous avez déjà les ressources, vous devez avoir la méthodologie. Ces ASC, le financement dont nous disposons ne permet pas qu'on les forme parce que la formation prend 11 jours. Comment on peut faire pour que ces 5-là, qu'on renforce leur capacité? Est-ce que la communauté ne peut pas s'organiser pour que le chef de l'aire vienne les former, ces 5, et que les autres puissent renforcer leur capacité pendant les 6 premiers mois de la mise en œuvre de la subvention? Ce sont des exemples. Et puis, il y a le budget et le cadre de suivi. Vous devez bien les définir. Et les communautés doivent faire participer leurs représentants aux demandes de financement, je l'ai déjà dit. Et lors de l'élaboration des politiques nationales de lutte contre le paludisme, nous savons très bien que le plan stratégique de lutte contre le paludisme est un élément qui est adossé à la demande de financement. Donc, lorsqu'on on écrit le plan stratégique, il faut que les organisations participent parce que c'est dans le plan stratégique qu'on inscrit toutes les interventions, tous les budgets, tous les besoins, sans tenir compte de l'allocation du Fonds mondial. Mais on inscrit d'abord tout ce dont nous aurons besoin. C'est quoi? Ça ne prend pas. OK. C'est là que je fais. OK. Méthode. Et après, vous allez nous excuser toujours les soucis de connexion. Chaque communauté doit mettre en place une méthode de suivi des interventions de lutte contre le paludisme. Comment les communautés peuvent faire? Les communautés doivent être organisées en consortium. C'est-à-dire qu'un groupe de communautés doit être coordonné par une organisation centrale qui va parler en leur nom au niveau des instances. Elles doivent coordonner leurs activités. Elles doivent participer au renforcement des capacités pour s'imprégner des procédures des demandes de financement. Vous savez qu'avant qu'on ne demande des financements, le Fonds mondial, à travers les organisations comme CSFORMI, d'autres organisations de la société civile, organise des petites sessions de formation pour expliquer aux gens comment les formulaires seront. Est-ce que le pays est dans la reconduction? Est-ce que le pays est dans une nouvelle demande de financement? Chaque pays doit savoir ça. Et les acteurs de la société civile doivent être informés. Nous allons faire quel type de demande? Nous aurons droit à quelle enveloppe? Quelles sont les évidences qui nous sont demandées? Donc, toutes les organisations de toutes les communautés qui sont organisées doivent pouvoir avoir des acteurs qui participent à ces formations et qui peuvent revenir au sein de la communauté, qui doivent, pas qui peuvent, expliquer aux gens, aux membres de la communauté, aux acteurs qui luttent contre le paludisme au niveau communautaire, de la situation exacte en ce qui concerne le financement qui leur sera alloué. Et il faut faire l'analyse de la situation de lutte contre le paludisme basée sur les évidences, nous l'avons déjà dit. On ne va pas dire que nous voulons 30 ASC alors que nous avons 10 000 habitants. Juste parce que non, on veut les ASC, c'est pour faire quoi? Quelle est la pertinence de la demande? Nous voulons, je dis n'importe quoi, nous voulons par exemple la distribution du TPIN en communauté. Est-ce que nos ASC ont la capacité de suivre ces enfants quand ils ont déjà pris ces médicaments? Est-ce qu'ils ont reçu cette formation? Si dans la précédente formation, il n'y avait pas ce module, il faut d'abord penser à prendre même une session, une journée pour les briefer sur cette nouvelle intervention. Ne pas seulement demander l'intervention alors que la ressource humaine disponible n'est pas capable de la mettre en œuvre. Et il faut participer, il faut que les représentants des communautés participent à la rédaction des plans stratégiques nationaux, nous avons déjà dit, et il faut proposer des interventions à haut impact sur la base des priorités, parce que nous l'avons dit, nous n'aurons jamais tous les financements dont nous avons besoin. Nous aurons toujours une partie.
Mais comme il faut commencer quelque part, il faut commencer par les interventions à haut impact avec des équipes, avec des priorités. Il faut proposer des mécanismes de participation communautaire. Comment une communauté, c'est la communauté elle-même qui doit proposer comment elle peut participer à la mise en œuvre des activités. Vous êtes les propres acteurs de la lutte contre le paludisme. La communauté est elle-même actrice de la lutte contre le paludisme. C'est elle qui doit proposer une méthode, même si cette méthode doit un mécanisme, même s'il doit être amélioré, même s'il doit être réorienté, elle doit pouvoir le proposer. Parce que si on lui propose un mécanisme de l'extérieur et qu'elle n'y adhère pas, le suivi ne sera pas optimal. Okay. Maintenant, nous allons voir quelques exemples de communautés qui ont mis en œuvre des interventions qui ont eu un très grand impact. C'est juste des exemples. Chaque communauté pourra en citer et lors des échanges, peut-être parmi nous, d'autres vont nous dire ce qui a été fait dans leur communauté. Au Rwanda, par exemple, ces dernières années, le Rwanda a considérablement réduit le fardeau du paludisme grâce aux efforts du gouvernement avec le concours des organisations communales locales consacrées à l'expansion et à la décentralisation des initiatives de lutte contre le paludisme au niveau des communautés. Et un large éventail de mesures a été mis en place de l'éducation publique, du public à la prévention en passant par le diagnostic et le traitement avec le soutien des communes. Je ne sais pas comment on les appelle dans votre pays, mais chez nous, c'est des mairies. Et les mairies peuvent réfléchir à comment aider dans la lutte contre le paludisme à travers des petites organisations communautaires et l'allocation des petits moyens pour aider les membres de la communauté. Parce que si on a une communauté en bonne santé, on a des mairies productives et fortes. Au Ghana, par exemple, ils ont ce qu'ils ont appelé les communautés de développement villageois qui ont été mis sur pied pour mener des activités de prévention et de prise en charge du paludisme à travers la mobilisation sociale et la sensibilisation, l'assainissement de l'environnement, la participation aux instances statutaires des communautés des régions de santé pour la prise en compte de leurs besoins. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos pays, mais dans certains pays, on a déjà les organisations régionales. Et au sein de ces organisations régionales, on a des réunions statutaires sur la santé. Il faut y participer. Même si vous n'êtes pas pris en charge, le plus important, c'est d'abord de faire entendre la voix et les besoins en santé de vos communautés. Et je pense que ces organisations statutaires, si ce n'est pas déjà fait, vont commencer à inscrire vos besoins dans les budgets disponibles, même si c'est à petite échelle pour un départ. Le plus important, c'est d'avoir un accroissement de peut-être 5% chaque année. Et au bout de 5 ou 10 ans, on aura l'impact. Au Vietnam, par exemple, les cas de paludisme ont diminué de 89% depuis 2016. Parce que la mobilisation et l'intégration des agents de santé communautaire des villages comme thème est la clé de ce succès. Ces agents de santé communautaire sont organisés en réseau par groupe de communautés et ont des représentants dans les instances de coordination et de prise de décision. Donc, vous convenez avec moi que la participation aux instances de coordination est très, très importante. C'est le lieu où il faut faire entendre sa voix. Bon, en conclusion, nous pouvons dire que mettre les communautés au centre des interventions, ça va être la condition sans laquelle les objectifs fixés ne sauraient être atteints. Et s'il est admis que le rôle des communautés est prépondérant dans l'atteinte des objectifs, il faut relever que ceci n'est envisageable que si les communautés sont bien organisées, si les structures qui les représentent sont outillées pour un diagnostic correct, un établissement objectif des besoins appropriés et la mise en place des mécanismes de suivi et de redevabilité. Alors, expert qui a fait part d'une expertise incroyable. C'était extraordinaire. Merci beaucoup, Philomène, pour la présentation. Moi, j'ai été ici à nouveau. Moi, je fais ça de communiquer depuis longtemps, mais j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense que je vais apprendre à aider.
Il y a énormément de choses qui sont dites dans le chat, ici, et on va revenir là-dessus. Nous sommes très heureux d'avoir pu écouter cette magnifique présentation. Vous avez vu tous les efforts qu'on a menés pour pouvoir expliquer le plus facilement possible ce qu'on entend par les communautés sans les interventions, et précisément les communautés sans les interventions du monde paludisme. On a eu droit à une très belle présentation de la part de Philomène qui nous a énormément édifié sur cette question. Et nous ne pouvons que dire merci pour cette très belle présentation. Ne vous inquiétez pas, le support sera partagé. Et aussitôt que le guide sera finalisé, quand je parle de finaliser, c'est le design, tout ce qu'il faut pour les derniers points de la définition. On va partir à le guide à ce petit guide ainsi que toute la plateforme TSO. Merci beaucoup, Philomène. On va sans plus tarder passer la parole pour les échanges. Excusez-moi, je vais rapidement. OK. On va passer la parole pour les échanges. Donc, on va prendre les mains levées. Nous avons Mr. Effion et M. Maloubi. On va d'abord passer la parole à Mr. Effion. Je pense que vous pouvez. This is Mr. Effion. OK, M. Maloubi, vous pouvez poser vos questions, s'il vous plaît. Monsieur Maloubi, nous vous écoutons, posez vos questions. Oui, justement, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci pour la présentation. En tout cas, c'est des outils que vraiment que toute la société civile, disons, de manière générale, et nos organisations de lutte contre le paludisme devraient vraiment avoir pour bien affiner leurs actions sur le terrain. En tout cas, bravo à cette famille qui a fait un travail vraiment de fond, que je réitère encore mes félicitations. Bon, j'avais quelques questions. J'ai vu dans la définition des concepts, je souhaiterais que, je ne sais pas si le document est déjà validé, je ne sais pas si je ferai l'objet encore de modifications, mais je souhaiterais quand même qu'on intègre quand même la définition de l'activité. Hein. L'activité, en comparaison avec les interventions, ça pourrait peut-être bien nous fixer un peu, parce qu'apparemment, il y a un peu disons un peu des similitudes entre ces deux concepts. Bon, concernant l'approche, en tout cas, j'ai aimé ce qui a été dit, je pense que ce que nous faisons sur le terrain, c'est une approche inclusive, participative de toutes les parties prenantes pour l'efficacité des actions sur le terrain. J'ai aimé ça, mais il se pose un réel problème parce que sur le terrain, notamment lorsqu'il s'agit de la mobilisation sociale, informer les gens sur les actions que vous menez et aussi des stratégies ensemble. Mais nous avons quelques problèmes. Généralement, les populations ne veulent pas adhérer à ce que nous on veut proposer. Bon, les gens sont préoccupés par autre chose. Ils se disent, bon, nous, on peut faire la lutte, mais au retour, nous avons quoi? Parce qu'il y a une question de pauvreté un peu. Les gens ne veulent pas s'adhérer. Je pense que peut-être que ça, c'est le premier aspect. Les aspects aussi, parfois, vous faites des actions. Il y a aussi l'aspect politique qui intervient, notamment si vous êtes à l'orée des actions politiques. Bon, on peut vous taxer. Quand vous faites des actions comme ça, parfois, c'est dans le but d'améliorer les choses, mais on peut vous taxer d'opposants. Bon, vous voulez mobiliser la communauté contre tel ou tel camp. Donc, il y a ces aspects-là. Parfois, ce sont des problèmes auxquels nous sommes confrontés, notamment dans le cadre de la mobilisation sociale. Et encore, j'ai peut-être, si vous me permettez, aussi des questions aussi sur les financements. Vraiment, je tiens à ce que, je ne sais pas si l'outil-là devait aussi
nous donner quelques, peut-être, parce que j'ai pris la communication en cours, est-ce qu'il n'y a pas une partie qui est consacrée à vraiment de stratégie de mobilisation des ressources financières au niveau local? J'ai aimé ce qui a été dit, notamment sur la mobilisation des acteurs politiques au niveau des collectivités locales. Et c'est une bonne chose. Je voulais aussi, est-ce qu'il n'y a pas de stratégie spécifique, notamment nous qui sommes dans le niveau des communautés locales, comment faire pour mobiliser des ressources étatiques consacrées, bien entendu, à la lutte contre le paludisme? Parce qu'il y a des budgets qui sont là, c'est difficile, vraiment, c'est un peu compliqué de faire adhérer ces élus locaux-là ou bien des politiques, pour ne pas dire des décideurs, à notre cause. Il y avait cet aspect-là. J'ai aussi aimé, peut-être pour terminer, c'est sur le personnel, les ressources humaines qu'il faut impliquer. J'ai aimé ce qu'elle a dit sur mobiliser aussi les personnels de santé. C'est très bien. Mobiliser aussi les élus locaux. Oui, je suis d'accord. Mobiliser aussi les communautés. Mais surtout, je voulais insister sur la formation. C'est-à-dire que nous qui sommes des organisations associatives, il faut que nous devons avoir des moyens pour former notamment les communautés, former aussi notamment nos membres. Parce que si les membres ne sont pas formés, c'est difficile d'aller sur le terrain, les former, mais il y a toujours cette question, la sempiternelle problème sempiternelle question du financement. En tout cas, c'est là le nœud du problème. Bon, juste pour la question des formes, j'ai vu à la fin, pour terminer, vous avez parlé des ressources, mais en bas, vous avez cité les différentes, c'est pas, les ouvrages sur lesquels vous êtes appuyé pour développer le guide. Est-ce que vous voulez parler en termes de bibliographie ou bien des sources? Si je n'ai pas compris pourquoi on a mis ressources, je voulais savoir à la fin, hein, juste la dernière partie. Mais encore, merci encore. Bravo à ces fourmis pour ces initiatives qui nous alimentent. En tout cas, merci encore, merci. Monsieur Manoumi Patou, et puis Congo-Brazzaville, associé Yémini Santé. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Vraiment, merci beaucoup pour vos interventions très pertinentes. Nous avons très bien noté tout ce que vous avez évoqué, aussi bien vos questions que les suggestions que vous avez soulevées. Nous vous remercions pour votre contribution. On va d'abord rapidement passer la parole à M. Espion. Please, Mr. Espion, you have the floor. You can open your microphone and ask your question. Hello? Mr. Espion. Ok, je pense que le temps que Mr. Espion peut terminer sa connexion, on va rapidement passer la parole à Ulrich. Ulrich, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question, s'il te plaît. Allô, Ulrich? Bon, Ulrich, également, quelques soucis de connexion. On va rapidement donner d'abord la parole à Ulrich de Flore. Ok, Ulrich, allez rapidement, s'il vous plaît. Vous avez 30 secondes pour votre question, s'il vous plaît. Merci. Allô? Allô? Oui, allez, Ulrich. Après vous, on va passer la parole à M. Brati. Ulrich, allez-y. Je suis très flatté et très ravi de revenir sur ce plateau. C'est Ulrich Silver de l'ONG-OCPS au Congo-Brazzaville, membre de la POAL. Vraiment, de toutes ces interventions, nous avons vraiment capitalisé l'intérêt d'unir les communautés et de les mettre au centre du suivi communautaire comme une des actions prioritaires. Parce que j'ai fait beaucoup de terrain, beaucoup de diagnostics de terrain. Il relève que l'impact de certains projets depuis un certain temps ne corrobore pas avec certains résultats. Il existe encore des communautés qui sont en marge des informations sur leurs droits en santé publique en matière de paludisme. Et nous pensons que cette fois-ci, si le CES Formule peut mener un plaidoyer, de sorte que nous puissions avoir une certaine mobilisation de ressources financières pour nous permettre de mettre en place ces institutions à la base, au niveau de nos districts décentralisés, de trouver un peu de fonds d'accompagnement pour qu'ils soient motivés dans ce sens-là. Cela nous permettrait à ce que nous ayons les meilleurs résultats. Et donc, nous faisons un plaidoyer de sorte que le Fonds mondial puisse capitaliser l'intérêt de mobiliser un peu de ressources pour le fonctionnement des structures de base au niveau communautaire. Voilà donc mon plaidoyer par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Mais en tout cas, ce document nous fait en avoir de sorte que nous puissions réajuster
nos stratégies sur le terrain. Merci. Merci beaucoup, M. Ulrich. Merci pour l'intervention. We can give the floor to Mr. Brady. Mr. Brady, you can open your mic and ask your question. Hello? Brady? Ok. Bon, le temps que Brady puisse s'apprêter, on va donner la parole à une dernière question de Richard Oussa. Richard, tu peux poser ta question, puis on va passer la parole à notre expert pour répondre à vos premières questions. Richard, allez-y. Allô? Allô? Merci beaucoup, Monsieur Fidèle. Et merci à notre présentatrice qui a fait vraiment un travail de fond et de forme. Et la présentation dans son ensemble, c'est bon. Je crois qu'à la fin, c'est des sources qui doivent être mises et non les ressources. Et maintenant, dans l'ensemble, je crois que la société civile a envie de toucher les réels problèmes de la communauté. Mais nous sommes vraiment limités par les moyens, non seulement au niveau des communautés locales où ils ont aussi des difficultés de mobilisation financière afin de faire grandes choses au sein de la communauté. Puisque quand je prends moi chez nous, dans la commune de Soava au Bénin, la mobilisation des ressources propres pose assez de problèmes. Au cas où l'année passée, nous-mêmes, on est obligés, la société civile s'est réunie avec la communauté locale où on est obligé de se mêler à eux. On a fait une mobilisation de plus de 44 millions en 3 mois afin de les faciliter de toucher les réels problèmes de la communauté. Puisque quand on dit le paludisme en Afrique, c'est un réel problème, mais beaucoup ne se soucient pas de cela. Et je remercie très sincèrement la présentatrice qui a touché du doigt un réel problème qui parle de quoi? Il y a beaucoup de personnes qui font allusion au paludisme lorsqu'il y a une fièvre. Or, c'est un symptôme parmi tant d'autres. Donc, quand on prend la fièvre, il y a beaucoup de maladies qui ont ces symptômes-là, mais la plupart des gens, quand il y a la fièvre, on fait allusion au paludisme. Donc, moi, je souhaiterais vraiment demander à CS Formi s'ils pourront vraiment faire 2 choses pour nous. La première, c'est la mobilité, les moyens financiers. Puisque aujourd'hui, quand on dit une activité, ça a besoin de coûts, ça a besoin de moyens. C'est vrai que nous aussi, en tant que société civile, nous faisons ce qui est de notre mieux en collaboration avec les collectivités locales. La deuxième chose, c'est le renforcement de capacités telles que vous êtes en train de le faire. Et de temps en temps, je voudrais que cela soit de façon répétée. Cela soit de façon répétée pour permettre à la société civile d'être engagée, d'être motivée, d'être renforcée afin de faire mieux le travail sur le terrain. C'est vrai que nous travaillons de commun accord avec les chefs postes au niveau des centres sanitaires, mais nous aussi, nous avons besoin de toutes ces formations afin de mieux gagner la confiance de la communauté et de les aider à connaître leurs réels problèmes et les différentes propositions de solutions qu'on pourrait apporter. On le fera en son temps. Donc, voilà les quelques contributions que je voudrais apporter par rapport à cette présentation. Merci beaucoup, M. Gustavo. Merci beaucoup pour votre intervention. On va rapidement passer la parole à Mme Philomène pour éclaircir, pour répondre aux premières questions, puis on reviendra pour une deuxième série de questions. Merci à ce qu'on a posé. N'hésitez pas à écrire également pour on va y répondre à toutes les questions. J'ai vu quelques questions déjà à l'intérieur, donc on va revenir dessus. OK, merci. Merci pour la remarque. Hein. Ce sont les sources, ce ne sont pas les ressources. Je pense que c'est une erreur de frappe. Merci, merci pour votre vigilance. Et merci d'avoir accueilli cette présentation avec intérêt. Je me sens honorée et flattée. Ça donne envie de faire mieux. Bon, pour la première série de questions, il a demandé qu'on intègre la définition d'activité pour faire la différence avec intervention. Je crois que le document n'est pas encore fini. Donc, je vais le faire très rapidement et pour transmettre cette partie à Isa. Et puis maintenant, vous avez posé le problème de l'adhésion. Lorsque vous venez pour sensibiliser les communautés, parfois qui ne vous accueillent pas favorablement, je voudrais vous dire que nous sommes aujourd'hui à la SBC, Social Behavior Change. Nous sommes plus à la C4D.
Et cette stratégie voudrait que, cette approche voudrait qu'on aille vers les communautés pour savoir la manière dont il faut le mieux les aborder. Ça veut dire qu'on ne conçoit plus les stratégies de plaidoyer, de communication, de mobilisation sociale de l'extérieur. Il y a les communautés qui vont vous dire qu'ici, dans notre communauté, pour que nous, on entende ce qu'on dit, ça doit être le chef. Pour que les femmes fassent ce qu'on veut, il faut que ce soit la matrone, la femme qui coordonne les matrones qui mettent les accouchements traditionnels. Donc, ce que je peux vous suggérer, c'est vrai que ça a des coûts, mais c'est d'abord de chercher à comprendre quelles sont les approches de communication, de sensibilisation à laquelle la communauté est le plus habituée ou sensible. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est à partir de là que vous venez pour pouvoir obtenir leur adhésion. Je vais vous prendre un exemple. Si vous arrivez dans une communauté où les gens ne lisent jamais, mettez les affiches sur tous les arbres. Mettez les affiches à tous les coins de rue. Vous aurez dépensé beaucoup d'argent pour rien. Mais si vous êtes dans une communauté où, quand le leader a parlé, tout le monde le suit, il vaut mieux aller rencontrer le leader, lui faire part de votre activité et lui demander comment, et vous l'écoutez en ce moment parce que c'est lui. Vous ne lui dites pas, je vais arriver ici samedi, rassembler les gens de votre village. Il va vous dire non, dans mon village, le samedi, les gens vont marcher. Je vous demande de venir le jeudi. Et comme vous avez un objectif à atteindre, trouvez un moyen d'aménager votre calendrier d'activité pour aller dans ce village le jeudi. Ça veut dire que si vous avez programmé un autre village le jeudi et vous vous rendez compte que c'est plus impertinent d'être dans ce village-là, vous partez. Ce sont des petites approches que vous devez développer. Maintenant, en ce qui concerne la stratégie de mobilisation des ressources au niveau local, ce n'était pas dans les thèmes de référence de ce travail, mais on peut réfléchir avec CS4Me, la plateforme CS4Me, pour voir comment on peut penser peut-être une autre, je ne sais pas, peut-être faire un petit outil sur cette stratégie, ou alors, à défaut de l'outil, peut-être concevoir un guide qu'on va mettre à votre disposition. Ils vont en discuter en interne. Nous, on est disposés à faire le travail et venez vous le partager encore 1 heure ou 1h30 ou 2 heures même pour qu'on échange. Mais je vous dis toujours que les guides, c'est juste pour avoir une vision et après, vous-même, vous devez pouvoir l'adapter à votre contexte. Maintenant, vous avez parlé des renforcements, de la mobilisation des ressources pour le financement pour le renforcement des personnels. Moi, je vais vous prendre un exemple. Si nous nous rendons compte, parce que le financement, on sait que c'est un problème, ça ne sert plus à rien de s'arrêter là-dessus. Si c'est plus difficile de rassembler les gens, de les déplacer pour s'en occuper, on peut penser autrement. On peut penser à un expert qui, lui, se déplace et ça nous revient moins cher, qui vient former un groupe de personnes dans une communauté. C'est-à-dire que si on peut rassembler, regrouper plutôt plusieurs organisations de la société civile ou alors des communautés qui sont dans un espace géographique pas très éloigné et on déplace plutôt 2 experts, 1 ou 2 experts pour venir renforcer la capacité pendant quelques jours. Ça ne va pas coûter très cher parce qu'on n'aura pas de problème de perdième. On aura peut-être le transport à payer et on ne devra s'occuper que de deux acteurs qui viennent. Il faut qu'on réfléchisse comme ça parce que l'objectif est de renforcer les capacités des gens. Et si on arrive déjà à le faire et que ces acteurs maîtrisent les stratégies de plaidoyer local, de mobilisation de ressources locales, on pourra inverser plus tard parce qu'on a déjà des financements. Mais lorsque les financements sont limités, je pense que nous devons réfléchir comme ça dans l'autre sens. Comment plutôt déplacer 2 experts et regrouper plusieurs organisations de la communauté pour leur apporter l'expertise. Et elles, quand elles retournent, chaque représentant de chaque association qui a été convié va renforcer les capacités de ses membres. Je pense donc, je pense, et puis la dernière remarque, c'était sur les sources. Ces sources, ce n'est pas ressources. Et Ulrich a posé la question de savoir comment capitaliser l'intérêt de trouver les ressources locales. Je pense déjà avoir abordé la question. Comme je le dis, il faudrait qu'on trouve un moyen
de penser un guide ou un petit manuel. Mais je vous dis, tout ça, il y a toujours une touche, parce qu'on ne va pas nous bourrer de guides. Il y a toujours une touche personnelle, quelque chose qui doit sortir de votre imagination et de votre génie. Je suis par exemple dans une communauté, je dis n'importe quoi, où la plupart des élites ou des leaders ou des opérateurs économiques ne sont pas suffisamment sensibles à la question de la lutte contre le paludisme. La première chose que je dois faire, c'est de leur montrer l'intérêt qu'il y a à investir dans le paludisme. Parce que si je suis dans une communauté où les gens continuent de penser que le paludisme est une maladie banale, je ne vais pas les atteindre. Donc, c'est d'abord ce diagnostic qu'il faut faire. Quelle est l'idée que les gens se font du paludisme? Quelle est la perception que les gens se font du paludisme? Est-ce que dans ma communauté, est-ce que ces leaders de ma communauté considèrent vraiment le paludisme comme un problème? Si eux, ils sont en train d'entrer dans le 3e âge et que c'est plus des problèmes d'hypertension, de diabète, de maladies chroniques qui les préoccupent, ils vont vous dire que non, le paludisme, dès que j'entre dans une officine, mais c'est à vous de leur montrer que si lui, en tant que personne de cet âge, n'est pas concerné, il y a les enfants, il y a les femmes enceintes. Parce que l'autre truc aussi, c'est que souvent, quand nous allons vers ces gens, nous allons avec beaucoup de choses à la fois. Parfois, il faut commencer par un petit bout. C'est-à-dire, vous venez, vous lui dites que je veux seulement que registre chaque semaine, il y a 10 enfants qui sont hospitalisés de paludisme. Vous commencez par là, quelque chose qui va capter son attention, qui va le toucher très fort. Ou bien vous lui dites que cette année-ci, à la formation sanitaire, quand je regarde les registres, on dit que 10 femmes ont perdu leur bébé en donnant la vie. Parce que ces bébés c'est aussi une astuce. Commençons quelque part par un petit bout. C'est que très souvent, nous venons chez ces gens avec une pléthore d'activités, avec un budget effrayant. Commençons quelque part, peut-être avec un groupe cible. On peut dire les enfants de moins de 5 ans et vous leur présentez les évidences. Dans la communauté, on a perdu 5 enfants cette année. Ou alors, il y a 3 femmes qui ont perdu les bébés à la naissance à cause du paludisme. Et on commence par là et puis progressivement, on va aller vers la cible générale. Moi, je pense que c'est aussi une astuce. Et la difficulté pour mobiliser les moyens pour permettre à la société civile d'être mieux motivée, moi, je pense aussi que les organisations de la société civile doivent tendre à être des sous-récipiendaires dans les demandes de financement. C'est-à-dire, je prends l'exemple du Cameroun, on a des sous-récipiendaires qui sont des grandes organisations internationales comme Plan, mais je pense que si les organisations de la société civile travaillent mieux et qu'elles montrent leur capacité à faire certaines choses, elles peuvent aussi décrocher, bénéficier des financements. Maintenant, c'est pour ça que j'ai parlé de la redevabilité. Il faudrait qu'elles sachent qu'il y a une rigueur dans la gestion des fonds si elles veulent encore bénéficier de la confiance des bailleurs. Quand vous voyez un pays comme le Cameroun, il y a une petite organisation de la société civile qu'on appelle Reach Out qui est devenue sous-bénéficiaire de la lutte contre le paludisme dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui sont en crise parce qu'elles ont démontré leur capacité à travailler en zone de crise. Mais c'est une petite organisation nationale. Nous-mêmes, on a été surpris parce que pendant les 12 premières années où j'ai travaillé avec le programme PALU, on n'avait que les organisations internationales. Mais on s'est rendu compte qu'une petite organisation qui a montré son sérieux a pu retenir l'attention des bailleurs. Donc, je pense que les organisations de la société civile doivent aussi penser un peu plus grand. C'est-à-dire qu'on aide les communautés, c'est vrai, mais comment on peut faire pour avoir des financements, pour être des sous-bénéficiaires dans les projets de financement de santé de nos pays. Merci. Merci beaucoup, Philomène. Je pense qu'on va prendre la main de la question de... nous avons une question, je ne sais pas si on va revenir. La question de Nadège qui demandait si on peut revenir sur les questions parmi les questions quotidiennes dans le cadre des personnes en situation de dans la communauté. Problème de sens, s'il vous plaît.
On n'entend pas, s'il vous plaît. Allô? Toujours pas? C'est bon? OK, Oui, là, je Fidèle, suis maintenant c'est bon. C'est bon le son maintenant. OK, d'accord. Amda, je demandais si tu avais toujours une question. Tu avais la main levée tout à l'heure. Oui, oui, effectivement, j'avais la même levée. En fait, c'est juste des contributions. Je crois que, compte tenu du temps, je peux... OK, Amda, nous t'écoutons, s'il te plaît. OK, merci beaucoup. Merci vraiment, merci pour toutes ces présentations. C'est super, il y a beaucoup d'informations. C'est super bien fourni. Et je pense que c'est un outil encore qui va nous permettre, une fois de plus, de pouvoir vraiment affiner nos interventions dans le cadre de la lutte contre le paludisme au niveau communautaire. Vraiment, merci, merci à la constante, merci à CS Forni. Et je voudrais faire juste quelques contributions. La première contribution, c'est par rapport en fait, à la diapo où on a, en fait, on a demandé comment intégrer les interventions dans les plans globaux de lutte contre le paludisme. Je voudrais ajouter une piste pour proposer qu'on ajoute aussi de contextualiser les interventions proposées aux communautés cibles. Parce que parfois, c'est ça aussi, nous pouvons avoir l'alignement au niveau des programmes, nous pouvons avoir l'alignement au niveau des stratégies, mais parfois, dans la contextualisation, nous faisons en fait des erreurs, parfois de mise en œuvre et des interventions qu'on propose et qu'on pense que ça peut être vraiment déroulé au niveau de toutes les communautés, quelles qu'en soient par ailleurs leurs us et coutumes. Donc, il faut effectivement tenir compte de cet aspect de contextualiser nos interventions vis-à-vis de nos communautés cibles. Et l'autre aspect, c'est par rapport à la diapo qui parle des méthodes de suivi des interventions au niveau communautaire. Je crois qu'on a, la consultante a parlé de consortium, mais je voudrais qu'on mette consortium bar cadre unitaire. C'est très important aussi pour qu'on puisse avoir cet aspect de coordination, cet aspect d'orientation, cet aspect aussi de communication entre les acteurs communautaires pour que effectivement les interventions puissent avoir des effets en tout cas plus importants, en fait plus importants et plus, oui, j'allais dire plus importants. L'autre aspect aussi, toujours par rapport aux méthodes de suivi, je voudrais ajouter aussi en collaborant avec les ICN pays. Très important qu'on puisse vraiment avoir cet aspect de collaboration entre les acteurs de la société civile et les instances de coordination pays pour que vraiment avoir la certitude qu'au niveau des ICN, ces interventions puissent être véritablement prise en compte et que ça puisse être véritablement comprise par les ICN. Donc, c'est très important aussi d'ajouter ces points-là pour qu'effectivement, qu'on puisse s'assurer que ces interventions ont été suivies en fait, au niveau communautaire. Merci bien. Merci vraiment une fois de plus pour cet espace de renforcement des capacités. Merci. Merci beaucoup, mon cher Hamza. C'était toujours très instructif de t'écouter. Et nous avons appris énormément également de ton intervention ce jour. Nous avons tout à l'heure, nous avons dans quelques minutes l'intervention de Dr. Jean-Claude qui va également qui va clôturer ce webinaire. Mais avant de passer la parole à Dr. Jean-Claude, on va essayer de voir si nous avons encore des personnes en ligne qui ont des questions. Apparemment, non. Mais on avait, OK, on a Ibrahim et Marie-Laure également qui veulent... OK, Ibrahim, pour votre micro, puis on va passer la parole à Marie-Laure. Oui, bonjour à tous. Merci. Donc, moi, je suis Ibrahim Bouboka, je suis le secrétaire permanent du CCM du Niger et un compatriote à Hamza, avec qui nous travaillons beaucoup. Je voudrais vraiment féliciter l'ensemble des organisateurs pour ce webinaire, puisque pour ceux qui sont du Niger, nous sommes actuellement dans la phase, justement, nous allons entamer les grand meetings. Et le Fonds mondial a été clair dans ce sens. Le Fonds mondial a fait savoir la place centrale que doit occuper donc, les communautés dans le cadre donc, de ce processus de grant making
à l'image du dialogue pays. Donc, c'est dans ce sens que je voudrais vraiment formuler un vœu. Si ces discussions qu'on vient de faire et ces différentes présentations, comment les partager avec les pays, comment amener les pays à refaire, c'est-à-dire le faire à l'échelle pays, surtout les pays qui sont en train d'entamer ce grand making comme le Niger. Est-ce qu'il y a la possibilité, par exemple, à travers des acteurs communautaires qui sont engagés, que nous avons, tels que Hamza et d'autres plateformes, qu'on puisse les avoir et partager avec les structures de la société civile pour encore davantage renforcer leur engagement à s'impliquer davantage dans ce processus-là. La deuxième chose aussi, ce serait aussi intéressant qu'on associe d'autres acteurs dans ces discussions, les acteurs qui ont le lead de grant-making. Par exemple, on a les PR, on a les programmes. Donc, si entre acteurs de la société civile, on suit ces discussions, OK, c'est très bon. Mais est-ce que de l'autre côté, les gens comprennent ça comme ça? Est-ce que de l'autre côté, les gens s'assurent effectivement que tout le monde est autour de la table dans le cadre donc de ce processus de grant-making, particulièrement les communautés? Donc, je pense que ce serait intéressant aussi, ne serait-ce qu'à titre informatif ou en tout cas à titre donc de partage d'informations, de discuter avec ces acteurs-là aussi qui ont quelque part le lead donc pour conduire donc ces grant-making, pour s'assurer qu'effectivement les communautés sont au centre du début jusqu'à la fin. Merci. De vous compter parmi nous à ce webinaire et nous sommes très ravis de vous entendre. Apprendre des leaders tels que vous, c'est toujours un bonheur pour la société civile et merci beaucoup pour vos contributions. On va rapidement passer la parole à Marie-Laure avant de donner la parole à Philomène. Marie-Laure, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Marie-Laure Edeng depuis le Gabon. Je suis très ravie de prendre part encore une fois de plus à ce webinaire. Beaucoup d'informations et beaucoup d'informations, voilà, effectivement. Maintenant, je venais pour juste contribuer parce qu'il y a des frères et ceux qui ont posé des préoccupations, peut-être qui n'ont pas été répondues. J'ai déjà intervenu dans le chat, mais je vais appuyer ce point. Nous passons le temps à participer au webinaire organisé par CS4Me en termes de renforcement de capacité ou alors d'information. Et je félicite beaucoup cette approche. Je crois que le gros problème, c'est nous qui revenons des différents pays. C'est vrai qu'il nous est recommandé de restituer dans les différents pays, mais je pense qu'au niveau du CCM, il y a des organisations qui sont aussi représentées. Quand on fait de telles rencontres, réunions, ces organisations ne sont pas là pour faire la restitution au niveau pays. Donc, je crois que c'est une faiblesse de notre part. Parce que demander à CS4Me de venir agir encore dans nos différents pays, je crois que c'est ce qu'il fait est déjà beaucoup. Donc, pour moi, je félicite, j'encourage et je dis à nous de réfléchir dans nos différents pays comment trouver des stratégies pour amener nos communautés, pour amener toutes les organisations, non seulement à participer, à prendre part, parce que je vois que CS4Me informe beaucoup sur les webinaires, mais combien viennent participer, combien s'intéressent à ces formations? Je crois que c'est un gros problème. Bon, si CS4Me peut nous aider, tant mieux, mais je dis qu'on a beaucoup de travail à faire dans nos pays pour l'implication, la participation de nos organisations à ces différentes séances de travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Laure. Merci beaucoup pour ton intervention. Nous avons vu ton commentaire dans le chat. Nous te remercions énormément pour ce très beau témoignage. Ça nous touche énormément. Et comme tu l'as fait bien dit, nous expliquons vraiment tous nos collègues, tous nos partenaires dans la société civile, dans leur pays respectif, à leur niveau, de faire du mieux qu'ils peuvent. Philomène l'a soulevé tout à l'heure. Comment est-ce que nous, à notre niveau, au niveau de nos organisations, et même M. Richard Oussa a également soulevé ça, comment est-ce qu'à notre niveau, on peut renforcer la capacité de nos membres nous-mêmes? Comment est-ce qu'on peut mobiliser nos propres fonds pour pouvoir renforcer la lutte contre le paludisme à notre niveau? Donc, je vais passer la parole d'abord à Philomène pour répondre aux questions soulevées, puis on va rapidement donner la parole à Dr. Jean-Claude pour la conclusion. Ok, merci encore.
Je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Je suis honorée que le secrétaire permanent du CCM du Niger soit intervenu et qu'il ait suivi avec beaucoup d'intention ce webinaire par ma modeste personne. Et nous avons surtout pris ça comme des recommandations, hein, parce que c'est de savoir comment on peut intégrer la place centrale des communautés déjà notifiées par le Fonds mondial. Comment intégrer non seulement les communautés, mais les différents leads. Et je vais aussi poser la question, hein, parce que nous aussi, on continue d'apprendre tous les jours. Je pense que c'est vraiment important de mettre autour de la table tous ces leads eux-mêmes, parce qu'eux aussi, ils ont une autre vision. Les communautés ont une autre vision. Et peut-être c'est la mise ensemble de toutes ces visions qui va nous permettre d'avoir une vision commune, je vais dire, holistique, qui encadre toutes les interventions et les activités. Merci encore, monsieur le secrétaire permanent. On va peut-être en discuter ici. Et je pense que Marie-Laure du Gabon aussi va dans le même sens. Comment on peut s'organiser? Parce que justement, ici, on a des organisations de la société civile qui sont à l'ICN, on appelle ça ICN au Cameroun, mais je n'en ai pas beaucoup vu à ce webinaire. Comment est-ce que chaque pays, je ne sais pas comment on peut organiser ça, CSOMI peut s'organiser à ce que vraiment, c'est-à-dire ne serait-ce qu'une personne qui représente une organisation communautaire à l'ICN ou au CCM doit participer à ces webinaires parce qu'elle peut maintenant être la voix des communautés et comprendre les approches. C'est vraiment très important. Je prends ça comme des suggestions qui vont d'ailleurs aider aussi le programme national de lutte contre le paludisme du Cameroun. Bon, je vois que M. Joseph Wato en ligne, c'est déjà ça. J'ai vite parlé pour le Cameroun, mais il n'est pas intervenu alors que je sais que d'habitude, il est très prolixe dans les échanges. Peut-être qu'il nous écoute encore. Je vous remercie encore tous. Je sais que ce n'était pas parfait. Et je vous remercie pour vos suggestions et vos contributions. On va les intégrer et la prochaine fois, je ferai mieux. Merci. Merci à tout le monde pour vos différentes contributions. Les contributions et les... Nous avons nos groupes WhatsApp. On n'entend pas, s'il vous plaît. Oui, je disais que les contributions ne s'arrêtent pas à ce niveau. Nous avons les groupes WhatsApp et le secrétaire CSOMI. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager toutes vos contributions dans nos différentes plateformes d'échange. Donc, sans plus tarder, on va passer la parole à Dr Jean-Claude de Madagascar qui va nous faire le mot de clôture, qui va également nous édifier sur son expertise en tant que communautaire à travers ce mot de clôture. Docteur Jean-Claude, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Fidèle, pour avoir donné la parole. Et bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à féliciter Philomène pour sa remarquable présentation. C'est vraiment très important. Et je remercie également tous les participants pour ces remarques, ces suggestions ou ces contributions. Donc, pour continuer un peu dans le sens de cette vraiment implication des communautés, je tiens à signaler d'abord que j'ai toujours travaillé avec une ONG, une OSC, donc, depuis que je me suis sorti de la faculté de médecine. Et depuis, donc, depuis plus de 25 ans, j'étais toujours en contact avec les communautés, y compris dans la lutte contre le paludisme. Et c'est très important tout ce que Philomène avait exposé tout à l'heure pour avoir vraiment une implication et l'engagement des communautés. Et c'est vraiment dans ce sens, avec l'appui de CS4MI, que dans le cadre du processus GC7, nous avons adopté donc pour la consultation communautaire vraiment une consultation effectuée au sein des communautés bénéficiaires même. Et on avait donc effectué quelques processus qui méritent d'être partagés un peu à nous. Par exemple, un plaidoyer auprès du PNLP, l'élaboration d'un questionnaire pour cette consultation communautaire et par la suite, donc, validation de ce questionnaire avec le PNLP
et la réalisation de cette consultation communautaire après avoir identifié les districts où on va faire cette consultation. Et cette identification des districts, c'est avec le PNLP également, c'est par rapport à la prévalence du paludisme dans le pays actuellement. Donc, on avait choisi un district vraiment qui est devenu à forte prévalence dans le pays, le deuxième district le plus touché en matière de paludisme depuis presque une année, 2 ans maintenant dans le pays, malgré les interventions à large comme la distribution de Camp Meat, campagne de distribution de moustiquaires, ou également les campagnes d'aspersion intradomiciliaire. Et on avait choisi notre district avec une prévalence, disons, qui s'est améliorée au cours de ces dernières années. Donc, c'est très important cette consultation communautaire parce que ça nous a permis, par exemple, de sortir qu'il ne suffit pas de distribuer les moustiquaires. Il faut voir vraiment quels sont les moustiquaires qui s'adaptent à la communauté. Ça, c'est sorti, par exemple, dans notre consultation que les moustiquaires distribués à partir des fonds, que ce soit à PMA de USAID ou du Fonds mondial distribué à partir de 2018, n'est pas du tout vraiment adapté à la communauté à Madagascar. D'abord, par rapport à la taille, qui est beaucoup plus petite en termes de hauteur, et aussi par rapport à la qualité, parce que si avant, les moustiques qui se posent dans les moustiquaires se tuent immédiatement à vue d'œil par la population. Mais à partir de 2018, il n'en a fait pas ça. Et même quand les moustiquaires, il y a quelque chose qui s'ouvre, les moustiques entrent là-dedans. Donc, c'est peut-être une explication de la forte prévalence dans certains districts. L'autre point aussi très important qui s'en est sorti, qui est très important pour la campagne de mobilisation sociale de CCST, c'est que les leaders traditionnels et les hommes en général ne connaissent pas le lien entre les moustiques et le paludisme, surtout dans le district au sud où il y a le plus fort taux, parmi les plus forts taux de paludisme à Madagascar. Donc, c'est très important. Et le rapport de cette consultation a été émis au PNLP et ça a été émis aussi au GTN pour être utilisé dans le cadre de l'écriture de la note conceptuelle pays pour le pays, pour être prise en compte. Donc c'est vraiment très important cet aspect consultation communautaire. Voilà que préparer donc un partage. Non seulement, ce n'est pas seulement les OSC qui ont participé à la consultation communautaire, mais on avait impliqué le PNLP, la direction régionale en santé, et même aussi le service de santé des districts où on a fait la consultation communautaire pour vraiment avoir une certaine validation de cette consultation communautaire qu'on avait fait. Et l'autre point, on l'avait déjà partagé aux autres partenaires et au CSF. Et là, c'est tout ça, c'est pour terminer pour ma part. Vraiment, je tiens à remercier CS Fourni pour ses efforts pour vraiment améliorer l'intervention au niveau des communautés et l'intervention donc des OSC donc, pour la lutte contre le paludisme. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Dr. Jean-Claude. Merci pour cette très belle intervention où vous avez rappelé l'importance des consultations communautaires. C'est la toute première chose que Philomène a soulevée lorsqu'on a adressé les 10 questions à se poser lorsqu'on veut déterminer la situation de la communauté. Vous avez, à travers votre mot de conclusion, vous êtes attardé sur un aspect très important pour comment et pourquoi consulter les communautés lorsqu'on veut lutter efficacement contre le paludisme. Donc, Jean-Claude, nous ne vous remercierons jamais assez pour le temps que vous nous avez consacré. Je me permets, je vais un peu m'étaler un peu sur la situation. Donc, Jean-Claude,
bien intervention d'une grande conférence où il allait présenter également sur le cadre de la lutte contre la maladie. Et il a juste pris le petit train en cours et il nous a honoré de sa présence ce matin pour ce webinaire malgré la fatigue et tout ce qu'il a eu à mener tout au long de la semaine dernière. Une fois de plus, merci Dr. Jean-Claude pour le temps que vous avez consacré ce matin. Je vais demander à tout le monde, on va donner petit à petit la possibilité à tout le monde d'ouvrir sa caméra pour la photo de famille. Pendant que nous sommes en train de faire cela, je vais juste nous rappeler à nous tous que ce webinaire était le premier d'une série de 2 webinaires qui a commencé aujourd'hui. Le deuxième se tiendra ce jeudi, toujours dans la même lancée, dans le processus GC7. Lors de ce deuxième webinaire, nous allons concrètement parler du grand making. Ce que la société civile doit savoir à propos du grand making afin d'y participer de manière optimale. Donc, nous aurons également la contribution et la participation d'un autre expert qui va venir nous édifier sur ce sujet. Et nous invitons tout le monde à s'inscrire également pour ce webinaire où on va échanger sur le grand making. On a commencé aujourd'hui en parlant des communautés au centre des interventions. On va continuer ce jeudi à la même heure, 9h GMT, 10h heure d'Afrique centrale et de certains pays d'Afrique de l'Ouest. Je pense 11h heure d'Afrique de l'Est. Donc, n'hésitez pas à partager massivement le lien d'inscription à ce webinaire à tous les membres de vos réseaux et de vous connecter à temps pour qu'on partage ensemble concrètement sur ce que la société civile doit faire pour le grand making. Une fois de plus, merci à tout le monde. Merci d'avoir pris de votre temps ce matin pour ce webinaire. Merci à Hamza pour le temps qu'il nous a consacré ce matin, malgré ses nombreuses occupations. Merci. Merci vraiment énormément malgré tes nombreuses occupations. Merci. Merci à Dr. Jean-Claude. Tu viens à peine de rentrer de voyage et qui a quand même pu honorer le rendez-vous ce matin pour pouvoir assister à ce webinaire. Merci beaucoup, Dr. Jean-Claude, pour votre disponibilité. Merci à Richard Woussa. Merci à M. Malumbi. Merci à M. Ulrich Silver. Merci à Marie-Laure. Merci à tous ceux qui ont pu se connecter ce matin. Thank you so much for our colleague from Asia, Mr. Brandip. I think we don't have the opportunity this morning to hear you. Maybe for the next webinar, we'll take the floor and we can share your experience on the grand making with all of us. Thank you so much for your participation and your contribution. Je vais finir en remerciant d'abord notre facilitatrice, Philomène, qui nous a édifié ce matin avec une très belle présentation. Je vous assure, j'ai énormément appris, nous avons énormément appris, nous avons énormément partagé. Merci à tous et on va rapidement prendre la photo de famille et nous séparer pour la suite de nos activités.